Comme élue de la circonscription de Gaspé, j'ai envie aujourd'hui de prêter ma voix à nos aînés de la région de la Gaspésie qui vivent de la détresse sociale liée à la pandémie, mais aussi de la détresse au niveau de leurs finances. On reçoit énormément d'appels au bureau des 3 MRC, des citoyens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Et je pense que ça vaut la peine qu'on se penche sur cette situation-là, qu'on se sensibilise, nous, comme citoyens, à la cause de nos aînés. Il y a plusieurs organismes qui leur viennent en aide. Vous les entendrez dans la vidéo. Donc, on pourra lancer encore une fois un message important à la veille d'un dépôt de budget au gouvernement du Québec. On espère pouvoir sensibiliser le gouvernement à la cause des aînés de la région de la Gaspésie. Bonjour, oui, Madame Brousseau. Oui, enchantée. Je suis Mégane Péré-Mélençon. Bonjour, ça va bien? Je vais faire l'épicerie jeudi passé avec ma fille. On arrive des fruits et légumes. Chou-fleur, 4 piastres. Brocoli, 4 piastres. 3 salades de romaine, 6 piastres. On n'en prend pas, là. Tu sais, t'as un budget, là, parce que toi, t'as tant par mois, là. Tu peux pas dire, là, m'a rempli mon panier pour 300-400 pour le mois. Non, non. Il faut que tu visionnes, puis tu regardes tes circulaires, puis tu checkes ce qui est meilleur marché, tu fais tes crotons toi-même, tu essaies de faire le maximum toi-même, puis, tu sais, ça fait que là, on arrive dans le quartier chose des viandes, le monde fait comme moi, là, ils regardent le prix, ils remettent. On arrive dans le bord des viandes, c'est la même chose. Tu vas te chercher un rôti de bœuf, il dit 7 piastres. Tu vas prendre un jambon. Mon mari me disait, Miranda, ça fait 2 ans qu'on n'a pas mangé de jambon avec là. Non. Il est 27 piastres. Pourquoi j'irais payer un jambon à 27 piastres? Tu t'en passes. Chaque semaine, je suis assis là. Puis je fais mes comptes. Je fais les comptes. J'ai des fois, il dit, Miranda, j'ai besoin de ça. Je vais dire, tu vas être obligé d'attendre la semaine prochaine pour tomber sur le petit budget parce qu'on donne un budget par semaine. Tu sais? On est sur la ligne de dire, on fait quoi? Mon mari dit, mais Miranda, on va être obligé de se débarrasser de la maison. Moi, je dis non. Je dis, je vais me battre pour tous ceux qui veulent rester dans leur maison. J'ai vu c'est quoi des maisons de retraite. Je les ai visitées, des 3,5, manger dans des cafétérias. Moi, je me trouve encore jeune. J'ai une belle famille, j'ai 7 beaux petits-enfants. Puis c'est l'héritage que je leur laisse, ma maison. Tu sais, on a essayé des solutions. On a pensé même à donner à la maison 3 enfants puis leur payer un loyer par mois pour dire qu'on reste chez nous. Mais on est fatigué en tant que personne âgée. Tu as travaillé 46 ans de ta vie, tu as commencé à 14. J'ai été le maximum que j'ai pu aller. On a construit, comme nos parents, on a continué de construire ce que nos parents nous ont laissé. Mais on voudrait vivre dans nos maisons, pas vivre dans des CLSLD puis des maisons de retraite. Marguerite Blais, est-ce qu'elle s'occupe seulement des CSLD puis des maisons de retraite, ou qu'elle s'occupe aussi des aînés qui veulent vivre dans leur maison? Nous, on a la chance de rester dans nos maisons, de pouvoir prendre nos bains quand on veut, se doucher quand on veut. On peut sortir un peu, mais là, on ne peut plus sortir, là, avec la moitié du gaz. Moi, j'ai foulé mon char pour le mois, là. Ça veut dire qu'est-ce que tu fais dans la balance du mois? Bien, tu vas rester à la maison, tu vas tricoter, puis tu vas faire ce que tu peux, là. Mais je suis pas la seule. On est des milliers dans ce cas-là. Des milliers de gens qui sont chez eux à se ronger les ongles, à se coucher le soir, à réfléchir comment ils vont finir leur mois. La dernière semaine du mois est la plus difficile. Tu as toujours hâte que la chose rentre. C'est pas normal. Parce que tu vis ce temps-là, là. Tu vis, mais tu vis pas bien. Tu vis pas sécure. Tu sais? Mon mari me dit tout à l'heure, il dit, ils ont décidé de faire les riches, les pauvres. Il n'y aurait plus de moyenne. Si ça continue de même, ça va être ça. Puis c'est pas censé d'être ça. Parce que même nous, la moyenne, on peut, malgré tout, essayer d'aider les plus démunis encore. C'est pas les riches qui vont aider les démunis, là, les plus donneux, là.
Le sujet qui nous préoccupait aujourd'hui puis qu'on souhaitait te rencontrer, c'est la question du programme Réno Région. Un programme, on sait, là, qui aide quand même plusieurs propriétaires de maisons qui ont des réparations urgentes à faire. Donc, c'est des maisons qui ont besoin d'amour, mais sachant que les aînés, c'est leur priorité, c'est leur choix numéro 1 d'habiter leur maison le plus longtemps possible, bien, ça répond à un besoin. Donc, peut-être nous parler un peu de comment il est géré, administré le programme, qu'est-ce qu'il répond comme besoin. Un portrait de la situation dans la MRC du Rocher-Percé. Notre population, c'est des gens qui sont fiers, qui veulent demeurer dans leur maison le plus longtemps possible. Certains qu'avec l'aide qu'on peut offrir, il y a comme certains programmes pour pouvoir adapter la maison, s'assurer qu'ils peuvent rester le plus longtemps possible. Parfois, c'est certaines maisons que eux habitent depuis 50, 60 ans, qui oui, ont comme besoin d'aide, besoin d'urgence aussi, tant au niveau du toit qu'au niveau des fenêtres. S'assurer que la maison continue d'être viable pour la personne, qu'elle peut vivre là en pleine sécurité, puis s'assurer que sa santé ne soit pas compromise. Lorsqu'il sera plus possible pour eux de pouvoir vivre dans leur maison, pouvoir vivre dans des RPA ou dans des centres de personnes âgées, mais on va pouvoir conserver ces maisons-là dans notre parc immobilier, puis par le fait même pouvoir continuer d'accueillir des nouvelles familles, puis avoir comme un certain essor économique pour notre région. Est-ce qu'il est connu, le programme? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes à travers ce programme-là? Est-ce que la somme est suffisante pour les besoins? Des sommes supplémentaires seraient très appréciées. C'est certain qu'on a beaucoup de demandes par année. Le programme est quand même assez connu dans notre région. D'un autre côté, parfois, c'est qu'on mentionne à certaines personnes, on va aller avec des besoins qui sont plus urgents. On ne veut pas dire que votre besoin n'est pas urgent, mais l'autre est très imminent, peut-être à risque pour la sécurité ou pour la santé. Donc, ils viennent un peu sur une liste d'attente, puis dès qu'il y a d'autres sommes qui sont disponibles, on va pouvoir relancer l'appel, là, puis encore une fois, aller chercher ces gens-là pour les accompagner. Un des besoins que les personnes âgées sur notre territoire ont, et c'est comme ça à grandeur du Québec, et je pense que la pandémie l'a encore plus démontré, les personnes, ils veulent avoir la possibilité de choisir. Choisir où ils vont vieillir. Est-ce qu'ils vont rester chez eux à domicile? Et c'est ce qu'ils ont démontré majoritairement, qu'elles voulaient rester à domicile. Par après, oui, résidence personnes âgées, si j'ai un peu plus de difficultés, je suis en plus grande perte d'autonomie. Et en dernier lieu, CHSLD. Et présentement, on fait face à une situation où on fait l'inverse. On investit dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées, maisons des aînés, et on n'investit pas à domicile où les personnes ont réellement besoin. Les personnes ont besoin de services accessibles, qui sont capables de se payer. C'est utopique de penser que nos personnes âgées, ils n'ont de l'argent, ils n'ont pas. Donc, quand tu arrives et que tu as besoin de services, il n'y en a pas de gratuit à part les soins d'assistance personnelle. Quel rôle les entreprises d'économie sociale peuvent faire? Parce que vous l'avez, l'expertise, vous êtes déjà sur le terrain. Mais on l'a l'expertise, Mégane. Mais est-ce qu'elle est vraiment reconnue, cette expertise-là? Quand tu as un CIS qui, à la demande de son ministère, va en appel d'offres et marchandise les services? Quand ça fait depuis 1998 qu'on en fait et qu'on a prouvé qu'est-ce qu'on était capable de faire, qu'on était capable d'élargir un panier de services en ramassant les soins d'assistance personnelle, donc des soins d'assistance personnelle qu'on va rendre à domicile à du monde qui ont choisi de rester chez eux, et que là, on va en appel d'offres et qu'on va marchandiser, qu'on va aller au plus bas soumissionnaire. On est des organismes sans but lucratif qui sont nés de la volonté du milieu et qui répondent aux besoins du milieu, mais on ne le fera pas à n'importe quel prix et on ne donnera pas non plus n'importe quelle qualité de service. Ce qu'on va donner des services qualité A1. On va payer nos employés de façon adéquate pour pouvoir les garder, les fidéliser et s'assurer que les personnes vont être en sécurité et bien chez elles. Depuis l'automne passé, j'ai découvert qu'il existait un crédit d'impôt pour les proches aidants. 1 250 pièces universelles que tout le monde a droit et 2 500 maximum, dépendamment de ton revenu. Il y en a qui sont capables, OK? Ils vont faire leur démarche toute seule, tout ça, mais c'est vraiment pas la majorité. Je te dirais que 90 des personnes ils ont comme besoin d'être assistées pour continuer dans le processus de la demande.
Puis, c'est là que j'interviens, moi. Et le problème que je rencontre, c'est malheureux, là. Les agents qui travaillent pour le programme, ils n'ont pas de ligne directe. OK? C'est le ministère du Revenu qui répond. Ah, bien, ils vont vous rappeler dans 24 à 48 heures. Mais moi, j'ai besoin de savoir l'information tout de suite parce que la personne qui a fait la demande, je sais qu'elle ne sera pas capable de poser les questions qu'il faut. OK? Puis là, c'est pas pour gâter la personne, pour pas la rendre la personne dépendante là, que je fais ça. Là, je veux dire, ils ne seront pas capables, je les connais. Ils ne seront pas capables de poser les questions. Mais moi, ben, je ne peux pas attendre à la maison 24 et 48 heures. Mais il se passe ce qui devait se passer. Les personnes, l'agent appelle. Oui, vous avez droit à ça, vous n'avez pas droit, ou tout ça. Fait que la personne me rappelle, elle me dit, je n'ai rien compris de ce qu'il me dit. Bien, ça fait que ça donne absolument rien. Puis c'est pas normal, en 2022, qu'un agent d'un service ait pas de ligne directe. Là. C'est vraiment aberrant. Bonjour, mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Vous êtes Mme Mégane? Mégane Mélenchon, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Oui. Madame Roy, pouvez-vous justement expliquer cette réalité-là? Comme vous êtes quelqu'un qui a eu besoin de soins à l'extérieur, vous connaissez la question du 200 km là, pour être couvert, là, avoir un remboursement de ces frais-là. Saint-Anne-des-Monts se retrouve comme un peu perdant. Là. À une certaine limite. Oui. Hein? C'est comme dans un intermédiaire, là, où est-ce que c'est difficile. Mais pour une 13, à peu près 13-15 km, là, franchement, hein, ça serait bien. En tout cas, pour la Haute-Gaspésie et tout. Matane, c'est quand même pas pire, parce que les gens vont régulièrement aller à Matane, chercher des choses, voir des choses, puis tout ça. Mais Rimouski, ça donne 2 heures. Pour quelqu'un de malade, là, c'est beaucoup. Moi, souvent, mon conjoint est obligé de s'asseoir en arrière parce que juste la vitesse, ces calmants qu'il avait pris, tout ça le stressait. Le stressait. Alors, lui, il a eu un cancer, un début de cancer, en 2013. En 2014, vraiment, les services ont commencé à être plus complets. Il avait un cancer au niveau de la vessie et de la prostate. La vessie, éventuellement, une couple d'années après, ils ont enlevé la masse, puis ça a très bien fonctionné. Mais mettons, de 2014 à aller jusque-là, on est monté à peu près 78 fois à Rimouski. 78 fois? Oui, à Rimouski. Sans compensation. Sans compensation, on mettait tout ça, puis il y a eu des traitements d'1 mois de radiothérapie. Moi, là, j'étais infirmière. Alors, je pouvais, moi, donner les injections à mon conjoint, prendre ses prises de sang tous les mois, faire ses injections tous les mois, faire d'autres genres d'injections dans son abdomen à tous les 4 mois. Il est tombé sur la Oui, bonne... oui, j'aurais pas ça. J'aurais pas c'est ça. vrai. Mais ce que je veux dire, en plus, c'est que ça limitait les fatigues, puis les sorties obligées, puis tout ça. Sinon, il aurait été obligé d'attendre au service courant pour avoir ses prises de sang, aller pour des rendez-vous avec l'infirmière pour les injections, tu sais. Tandis que là, lui, il était privilégié d'un sens. Oui. Mais d'autres, je me dis qu'ils doivent vivre ça comme ça quand tu as déjà une endurance diminuée. Oui. Hein? La possibilité de se déplacer ou se mobiliser, tout ça, pour aller voir d'autres intervenants, c'est déjà très difficile. J'ai vu des gens, moi, qui ont abandonné. Ils ont dit, je ne peux pas y aller, je ne peux pas aller voir le spécialiste. Puis on sait que c'est long quand même d'avoir des rendez-vous, puis ils ont décidé de ne pas y aller. Donc, ils se privent de soins. Ils se privent de soins. Ils se laissent un peu dégrader dans leur état de santé. Oui. Je pensais jamais que c'était ça, moi, vieillir. C'est vieillir pauvrement, mais dire, avec les gouvernements qu'on a là présentement, ça dort, ça switch. C'est nous autres qui avons participé, qui avons formé ça, ce système-là, puis on est pénalisé par rapport qu'on vieillit. On se débarrasse de tout ce qu'on a, on n'a pas le choix. Et moi, je suis en train de me mettre en garder pour mettre ma résidence à vendre, puis... C'est juste mettre un plaster sur le problème, à dire
Si je vends, bien, écoute, le montant que je vais retirer, ma pouvoir survivre, elle reste, il me reste. Tu as travaillé une vie en pensant de vivre mieux, mais ce n'est pas le cas. Je pense que l'erreur est... On l'a, on vieillit, puis les personnes qui s'occupent de nous autres, ils ne s'en occupent pas, réellement. Il y a d'autres choses, comme le plafond. Mettons, je pense qu'il y a 3 500 pièces qu'on a le droit de gagner sans être imposé, ces efforts-là. Bien, si tu dépasses ça, quand tu vas reviser ton supplément de vieillesse, c'est-à-dire, ils vont couper. Fait que comment tu veux te budgéter? C'est infaisable. Moi, ce plafond-là, 3 500, je ne sais pas quel innocent qui a mis ça en marche. Mais en tout cas, moi, j'aurais mis ça 10 12 000. Il y aurait des personnes aînées là, qui travailleraient encore. Moi, je sais que quand j'ai eu mon cancer, j'ai fait un genre de burn-out. Alors, je n'avais même pas pensé au suicide. C'est toutes des affaires qu'on vit. J'ai sûr envie de chercher de l'aide, puis je suis pas ça d'envers, puis c'est correct. Mais ça reste que... Dire qu'on a des qualités de vie, non. C'est ça qu'ils voient, ils ne voient pas. Notre mission, à prime abord, c'est vraiment de valoriser l'action bénévole. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'on fait. C'est notre rôle, démontrer à la communauté que s'impliquer bénévolement, bien, c'est toute une richesse là, pour la communauté. Et par l'intermédiaire des bénévoles, des précieux bénévoles, on offre du support aux personnes aînées qui sont toujours dans leur milieu de vie. Ce qui est beaucoup demandé, c'est surtout le service d'accompagnement transport. Donc, nous, on est là pour faire l'accompagnement transport pour les rendez-vous médicaux. Donc, les gens ne peuvent plus conduire leur voiture, donc ils nous appellent. Puis la différence, vraiment, on le précise souvent, c'est que ce n'est pas un taxi. C'est vraiment un accompagnement. Donc, la personne bénévole se rend à domicile, prend la personne, va l'apporter au rendez-vous et va demeurer avec elle là, pendant toute la durée du rendez-vous, va la sécuriser si elle a des besoins particuliers, va la diriger dans l'établissement, par exemple, arrêter à la pharmacie au retour s'il y a une prescription, et la ramener à la maison, s'assurer là, que la personne est bien. Bien, l'aide alimentaire au Centre d'action bénévole, il y a 2 volets. Donc, on a en premier lieu la popote roulante qui est là depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est la livraison d'un repas chaud directement au domicile des personnes aînées par des bénévoles. Donc, les repas sont effectués par des traiteurs qui vont chercher le repas. Puis, c'est une petite visite en même temps là, à la personne qui reçoit le repas. Donc, souvent, les gens, ça va être la seule visite qu'ils vont recevoir dans la semaine, la livraison de leur repas, de leur popote roulante. Et l'autre volet, c'est vraiment les repas congelés. Donc, en 2018, c'est là que s'est formé un comité de partenaires qui trouvaient qu'il fallait vraiment donner une deuxième chance à ce service-là. Les gens nous appelaient, ils se demandaient quand est-ce que ça allait reprendre. Donc, on s'est assis, tout ce beau monde-là, à une table. Donc, l'accueil Blanche Goulet, Vision Gaspé-Percé qui est toujours présent. On a aussi Multiservice qui est avec nous. On a l'Office d'habitation à Gaspé et on a aussi, juste pour être sûr de ne pas les oublier, la MRC, bien sûr. Et récemment, on a le Centre communautaire de Dadlestown aussi là, qui est embarqué avec nous. Donc oui, on le sent, puis c'est pas seulement des gens qui sont vraiment plus capables là, de se préparer des repas, mais c'est pour venir les aider, là, puis aider aussi les proches aidants. Parce que les proches aidants, oui, ils sont là dans le quotidien, la fin de semaine, ils vont préparer des soupes, des gros repas et tout ça pour leurs parents. Mais c'est sûr que la semaine, ils sont plus occupés. Donc, ça vient donner un second souffle aussi là, aux proches aidants, tout ça. Fait que la semaine, quand ils savent là, que leurs parents ont les petits plats congelés au congélateur, qui ont à les mettre au micro-ondes, bien, ça les rassure aussi beaucoup. En pareille date, l'année passée, bien, en fait, au 31 mars, on avait distribué 6 768 repas.
Et en date d'aujourd'hui, on est à 9 411 repas, puis l'année n'est pas terminée. Là. Puis si on pouvait en offrir plus, la demande est là, mais c'est sûr qu'on doit composer aussi avec certains enjeux. Donc, au niveau des repas, les productions et tout, là, on fait ce qu'on peut. Tout le monde met la main à la pâte et on essaie de répondre là, de plus en plus à toutes les demandes, mais on s'en sort très bien. Le fait de devoir partir de la maison et de s'en aller dans une résidence pour aînés, ça, là, c'est un énorme stress. Oui, on promouvoit beaucoup le fait d'encourager les gens de rester à domicile, de rester à la maison, tout ça, mais quand les gens font le choix ou doivent venir en résidence pour aînés, c'est un stress énorme, un stress financier parce que ça coûte une fortune, là, habiter dans une résidence pour aînés. Ici, là, ça peut ressembler grosso modo environ 1 500 1 600 $ pour une personne d'habiter ici, là, t'sais. Donc, oui, ça va inclure les repas, mais c'est quand même significatif là, comme mensualité. Là. En fait, mon rôle est grand à la fois parce que mon rôle, je le définis surtout comme étant une courroie de transmission entre les aînés et tous les services qui existent. Donc, que ce soit au niveau du ministère, au niveau du CI3S, de tous les organismes communautaires, vraiment, il existe beaucoup de services, puis souvent, les aînés, ils ne savent pas où appeler, tout ça. Donc, moi, je leur dis toujours que je suis la personne qui peut déranger. Appelez-moi, puis je vais faire la recherche pour vous. On va trouver le numéro, on va appeler ensemble si c'est trop difficile. Puis, j'ai un mandat de briser l'isolement. Donc, là, on sait avec le 2 ans qu'on vient de traverser, l'isolement chez les aînés, c'est quelque chose de très important. Donc, je suis là, moi, j'ai le temps d'aller à domicile, d'aller dans les résidences pour aînés, de m'asseoir, de jaser avec eux pendant 2 heures s'il le faut, parce que j'ai du temps pour ça. T'sais. Dans mon agenda, quand je vais voir un aîné, il n'y a pas rien d'autre. J'ai tout le temps nécessaire. Puis, j'ai aussi le mandat de dénoncer la maltraitance. Hein. La maltraitance chez les aînés, on sait que ce n'est pas un sujet nouveau. Pour certains, c'est nouveau, mais ça existe depuis encore trop longtemps. Donc, j'ai ce mandat-là d'accompagner les aînés, d'accompagner les familles quand c'est nécessaire, justement, pour dénoncer les situations là, de maltraitance aussi. Notre projet est financé par le secrétariat aux aînés en dessous du ministère de la Santé et des Services sociaux et pour l'instant, le projet ITMAV est encore un projet. Donc, nous, on fait des demandes annuellement de financement. Donc, c'est toujours renouvelé année après année. Donc, on demande à ce que ça soit pérenne, dans le fond, que ça soit sur une base, là, je pourrais dire, qu'on n'ait pas de faire de demande de financement tous les ans et que le gouvernement reconnaisse justement ITMAV comme étant un programme. C'est ce qu'on veut parce que le besoin est là. Les aînés l'apprécient. Les statistiques qu'on remplit, parce qu'il y a environ 150 là, travailleurs de milieu à travers le Québec, c'est pas rien. Et si chacun d'entre nous, on aide environ 150-200 aînés, le calcul est facile à faire que ça fait beaucoup d'aînés qui ne sont pas référés vers le CI3S pour avoir un service avec une travailleuse sociale ou un intervenant. Donc, c'est souvent de l'aide qu'on peut faire. Donc, on veut vraiment avoir ça, puis on veut avoir un peu plus d'ouverture de la part du gouvernement. T'sais, on manque d'informations souvent, on n'a pas de suivi de nos demandes. C'est très difficile. Là. Fait, pourquoi pas les soutenir un peu plus, nos aînés? T'sais, c'est eux qui ont bâti là, notre pays. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein? Ils ont beaucoup, ils ont beaucoup à redonner. Mais ils ont beaucoup aussi à avoir là, de support à travers tout ça. Fait, je pense que c'est un devoir qu'on devrait tous avoir, chacun d'entre nous. Là. Il y a beaucoup de documents qui ont été faits. Il y a des beaux projets qui ont été faits. Il y a des analyses, des études. Il faut arrêter ça, là. Il faut les mettre en action, ces études-là. Donc, il y a un phénomène qui devrait se faire, mais qui est un vœu pieux, que tous les gouvernements, pas seulement juste un parti, travaille sur le projet de reformuler les régions, de réorganiser les régions, de réenrichir les régions pour pouvoir, à ce moment-là, aider les aînés. Et en faisant ça, on va devenir une population plus homogène. Je dirais que toutes nos régions sont basées sur des prorata de la ville, qui régit la ville. Donc, on n'est pas la ville. On a des grandes distances. On n'a pas beaucoup de transports en commun. On a des transports qui sont très dispendieux pour aller à l'extérieur. Juste l'exemple des services qui sont offerts aux personnes qui ont besoin de soins pour aller chez les médecins à l'extérieur, pour aller voir des professionnels. Le tarif qui est offert présentement, c'est irréaliste. Il n'y a pas un fonctionnaire qui accepterait ça. C'est vraiment... Si on n'est pas capable d'offrir les services dans nos régions directement, bien, il faut
il faut défrayer. C'est sûr que ça amène des coûts financiers. Le gouvernement, il va falloir que ce soit n'importe quel parti, il va falloir qu'il mette des sommes d'argent autres que juste les petits prorata qui est donné pour le nombre de personnes par petite région. C'est sûr que ça va coûter des sous. Il va falloir en mettre des sous parce que nos aînés, ils veulent rester dans leur maison. Mais les taxes foncières sont dispendieuses. Les régions sont éloignées d'une place à l'autre pour avoir des services, pour avoir l'alimentation, pour avoir l'habillement, pour avoir tous les services de santé. Si on ne leur donne pas la possibilité de rester dans leur maison, que ce soit avec des services à domicile. On parle de services à domicile, mais on n'a pas de personnel pour le faire. Donc, il va falloir faire une autre action. Il ne va falloir pas attendre qu'on ait le personnel. Les personnes âgées vont se ramasser en centre d'accueil, en résidence. Donc, ça va prendre des sous. Leur donner des crédits de taxes foncières, des crédits pour demeurer dans leur maison. Pas juste ceux de faibles revenus. La classe moyenne dans nos régions pâtit. C'est qu'il faut considérer le travail qu'ils ont fait. C'est plus d'essayer de les remettre au travail, mais de leur donner les gratifications qu'ils ont droit, dans le fond. On vient donc d'entendre des témoignages très touchants de nos aînés qui nous envoient un message important aujourd'hui. On a entendu également des intervenants qui travaillent très fort pour soutenir la classe aînée dans la région. Alors, je les remercie pour tout le travail qui est fait. Je pense qu'il faut en faire davantage maintenant et porter ce message, porter la voix des aînés aux personnes qui dirigent le gouvernement et qu'on espère en fait que nos aînés puissent vivre dignement les prochaines années. C'est le souhait que j'ai aujourd'hui pour nos aînés qui en ont fait énormément pour la société du Québec.